Dieudonné sera à Nyon la semaine prochaine. Alors, faut-il cautionner un artiste qui a été accusé et condamné pour antisémitisme? Ou est-ce qu'il faut poser les limites de la liberté d'expression? C'est tout de suite le débat d'Infrarouge. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Infrarouge. Son spectacle Le Mur a été interdit en France et depuis, Dieudonné est au cœur d'une formidable polémique. Et puis la semaine prochaine, il sera là, il sera en Suisse, dans le canton de Vaud, à Nyon, où il se produira pour plusieurs dates. Alors la municipalité vaudoise aurait-elle dû l'interdire de salle? Dieudonné est-il encore aujourd'hui un humoriste? Grande question, est-ce qu'on peut rire de tout, y compris de la Shoah? C'est bien la liberté d'expression qui est au cœur du débat ce soir. Un débat qui est nourri aussi par une série de plaintes qui visent des artistes suisses ces dernières semaines. Vous êtes toujours très actifs sur les réseaux sociaux, alors on vous encourage à l'être bien sûr encore ce soir. Participez à notre débat, notamment sur Twitter avec le hashtag RTS Infrarouge. Je commence avec vous, Olivier Mayor. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le municipal en charge de la culture de la ville de Nyon, justement, qui va accueillir tout bientôt Dieudonné. En France, Manuel Valls a interdit Dieudonné. Pourquoi pas vous? Écoutez, il y a 3 ans déjà, ce monsieur est venu pour la première fois à Nyon. Nous sommes bien évidemment posé la question, parce que déjà là, nous connaissions ces dérapages, parfois assez graves. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons analysé la situation. Nous savions qu'à Genève, une interdiction avait été interdite finalement par notre plus haute instance juridique, le tribunal fédéral. À partir de ce moment-là, se posait pour nous la question, qu'est-ce qu'on fait? Si on l'interdit, on se fait débouter. Dès lors, à partir du moment où on se fait débouter, on lui fait de la publicité. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas entrer dans ce modus operandi qui est connu de ce monsieur, c'est-à-dire de faire de la provocation, de se victimiser et ensuite de pouvoir se faire de la pub sur notre dos de cette manière-là. Ça, on n'a pas voulu le faire et ça, jusqu'à présent, jusqu'à cette polémique en France dont vous parlez, ça a bien marché. Maintenant, la concomitance de sa venue à Nyon, à partir du 3 février, avec cette polémique, ça a fait pas mal de bruit et une extrême focalisation, en tout cas médiatique, sur la ville de Nyon. À partir de ce moment-là, il y avait aussi d'autres choses à voir, et puis on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors certainement, vous avez parlé de la ville de Genève. Sandrine Salerno, bonsoir. Vous êtes maire de Genève. Vous étiez déjà dans le conseil administratif de la ville en 2010, lorsqu'on n'a pas voulu à Genève louer une salle à Dieudonné. Aujourd'hui, 2014, est-ce que vous prendriez la même décision ? Oui, je prendrai la même décision parce que je pense qu'en l'occurrence, lorsqu'on parle de Dieudonné, on ne parle pas d'un humoriste, on parle d'un homme politique. Je pense que sur ces spectacles qui sont antisémites, qui sont racistes, notamment lorsqu'il fait monter un révisionniste sur scène, c'est bien un homme politique qui s'exprime. Et je pense qu'en tant que femme politique, il y a des valeurs à afficher, il y a des limites à mettre. Et en tout cas, à Genève, dans ma ville, tous les propos qui sont antisémites, racistes, xénophobes, sexistes, sont des propos qui doivent être combattus. Donc oui, la décision sera la même. Vous êtes en train de dire que vous ne loueriez pas de salle. Ça veut dire que vous vous opposeriez à la plus haute instance du pays, TF, qui en 2010 a été clair. Il a dit l'interdiction préalable n'est pas compatible avec la liberté d'expression. C'est vrai, mais en même temps, vous savez, quand on fait de la politique, on fait aussi une pesée d'intérêts. Aujourd'hui, à la tête de la ville de Genève, nous sommes 5 à promouvoir des valeurs telles que la tolérance, telles que la dignité humaine, telles que la place digne pour chacun, chacune. Je pense que lorsqu'on a des propos, en l'occurrence racistes, antisémites, mais parfois, je l'ai dit aussi, ça a pu arriver sur des propos homophobes, et là, je ne parle pas de Dieudonné, je pense que le pouvoir public doit réagir et doit avoir aussi une action qui est en cohérence avec son propos. Vous voyez, c'est compliqué d'être élu sur des listes où on a un discours politique de tolérance et d'ouverture et en même temps, une fois qu'on est au pouvoir, de se réfugier derrière le tribunal fédéral en disant, après tout le monde a le droit de tout dire. Non, je ne pense pas qu'on a le droit de tout dire. Alors Olivier Mayor, vous êtes réfugié derrière le tribunal fédéral, manque de courage, décision politique, dit Sandrine Salerno. Ce n'est pas juridique, il faut aller, il faut y aller. C'est une pesée d'intérêts. La municipalité de Nyon, elle a fait cette pesée d'intérêts. Une fois de plus, je pense que
un coup d'épée dans l'eau ou des effets d'annonce, on peut les faire. C'est une manière de faire la politique. Moi, je condamne tout propos raciste sur notre territoire de la même manière, mais c'est la distinction entre interdiction a priori, c'est-à-dire avant, et condamnation, alors sans ambiguïté, lorsqu'il y a des propos illicites qui sont tenus. C'est toute la différence. Et je crois que, moi, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. On n'a peut-être pas fait juste ou tout, mais pour l'instant, jusqu'à présent, ça avait marché. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on devra se reposer la question par rapport à l'avenir. Aujourd'hui, il est clair, il y a des dispositifs qui ont été pris de telle manière à ce que, si des propos illicites sont tenus lors de spectacles, nous les dénoncerons, comme c'est de notre devoir, effectivement. Comment vous allez le faire, alors comment vous allez surveiller ? Alors, écoutez, le dispositif, il y a 2 dispositifs. Donc, pour pouvoir être un petit peu, je dirais, témoin et garant, il y aura des représentants, pas de la municipalité elle-même, mais chargés par la municipalité d'écouter le spectacle. Le spectacle sera enregistré de telle manière à ce qu'on ait un moyen de preuve si des propos illicites sont tenus au regard de l'article 261 bis. Comme ça a été fait d'ailleurs à Bordeaux, en tout cas, ce week-end, enregistrement du spectacle. Martine Braunschweig-Graf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Commission fédérale contre le racisme. C'est quoi la bonne attitude, selon vous ? C'est Sandrine Salerno qui dit non. Je ne vais pas décréter Stop, quelles sont les bonnes et les mauvaises attitudes, mais je pense clairement ceci. La Commission n'est pas la police antiraciste, donc on n'a pas ça comme mission. On a la posture suivante, on ne veut pas d'interdiction a priori. Ça pose toutes sortes d'autres types de problèmes parce que décider a priori d'interdire, on a des cas qui peuvent être plus ou moins bien cernés, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et surtout, effectivement, on a un instrument juridique et cet instrument juridique, il doit à un moment donné fonctionner. Ce que je reprocherais à la France dans tout ce système, c'est d'avoir été incapable par la justice de faire appliquer sur Dieudonné les amendes qui avaient été prononcées, qu'il ne les ait pas payées, qu'il n'ait finalement pas exécuté sa peine alors pour les choses auxquelles il a été condamné. Ça, c'est malsain. En revanche, je pense qu'il est très important que dans notre pays, on fasse appliquer la loi et ça se poursuit d'office dès lors qu'on est dans des propos racistes publics qui touchent l'antisémitisme ou d'autres. Je tiens à le préciser, ce n'est pas une norme qui ne s'applique qu'à l'antisémitisme. Mais je pense qu'elle a toute sa valeur et il faut qu'elle l'ait, mais il faut qu'elle soit appliquée à bon escient et elle ne peut pas l'être a priori. Ce n'est pas hypocrite finalement de dire on va attendre, voir ce qui se passe et ne pas montrer qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Je m'excuse, ce qu'on veut vraiment, je crois que chacun le sait, chacun le connaît. Tel n'est pas le problème. C'est un dilemme à un moment donné de le choisir et il faut choisir une ligne et s'y tenir. On ne peut pas, même s'il s'appelle Dieudonné, s'il avait même purgé sa peine, il pourrait revenir, reprendre la parole en ayant purgé sa peine. On n'a pas à lui faire un procès d'intention, même si on sait qu'on pourrait le faire a priori en supposant qu'il va dire telle ou telle chose. Mais on est aussi garant quelque part de la liberté d'expression jusqu'au bout, c'est-à-dire toute personne qui a commis ce qu'elle a pu commettre, elle peut aussi à un moment donné, entre guillemets, se réformer. Là, je ne parle pas de Dieudonné en tant que tel, je parle de la façon d'appliquer finalement la loi et de ne pas le faire a priori. Ce n'est pas hypocrite. Si on veut donner une valeur à la loi, si on veut qu'elle soit appliquée et respectée, si on veut que la commission soit aussi respectée, elle ne peut pas devenir un censeur, parce qu'aujourd'hui on parle de Dieudonné, demain se pose la question pour tel ou tel spectacle, et à la fin, on devient a priori de porter des jugements préalables sur qui on interdit, qui on interdit pas. Ça, non. Sandrine Salerno, comment vous pouvez dire à vos concitoyens qu'il faut obéir à la loi, qu'il faut suivre ce que vont leur dire les tribunaux, même sur des peccadilles, et vous décidez d'aller contre une décision du tribunal fédéral si ça devait se présenter ? Parce que je l'ai dit au départ, je pense que dans le cas présent, c'est une question de pesée d'intérêt et même d'émetteur du message. La pesée d'intérêt, c'est de savoir si le propos, qui depuis une dizaine d'années est clairement raciste, clairement antisémite, qui stigmatise une communauté religieuse, est acceptable. Il n'est pas acceptable. Je pense que de le laisser, vous dites, à part sur les propos, on aura je pense que de le laisser s'exprimer, c'est de légitimer aussi une partie de son discours politique. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, l'émetteur. Je pense qu'on n'a plus du tout affaire à un humoriste à partir du moment où on a un homme politique qui se présente à des élections européennes et qui, je l'ai dit, fait monter sur scène des personnes qui sont des révisionnistes. À partir de là, le pouvoir public, les hommes et les femmes qui sont élus auront aussi la responsabilité et même le devoir de garantir le vivre ensemble. Et garantir le vivre ensemble, c'est certainement pas donner caution à quelqu'un
qui a des propos d'exclusion, parce que sinon, vous comprenez, c'est très difficile à gérer le vivre ensemble. C'est très compliqué de dire aux uns et aux autres, on peut tout dire. Non, je ne pense pas qu'on peut tout dire. Je pense que la liberté d'expression est un droit fondamental, qu'il faut chérir et faire attention à ce droit, mais qu'en démocratie, et même dans la plus parfaite des démocraties, on met des barrières à tous les droits, y compris à celui de la liberté d'expression, et on ne laisse pas un homme politique aller sur scène dans une salle communale et tenir des propos racistes et antisémites, en tout cas pas à Genève. J'aimerais entendre Laurent Flutsch, qu'on n'a pas entendu. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de Vigous, l'hebdomadaire satirique Laurent Flutsch. Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord. Il y a effectivement des freins à la liberté d'expression et ces freins, c'est la loi. En Suisse, l'article 261 bis qui réprime les incitations à la haine raciale et d'autres apologies de crimes contre l'humanité, etc., ou le révisionnisme. Mais tant qu'on ne bafoue pas cette loi-là, on bénéficie de l'autre loi constitutionnelle qui est la liberté d'expression. Et ce qui se dit dans le cadre de cette liberté d'expression peut me choquer, je peux trouver ça dégueulasse, immonde, etc. Si ce n'est pas illégal, ça profite de la liberté d'expression. Et je trouve que, je rejoins tout à fait Mme Brunschwig-Graf sur ce point-là, le procès d'intention, même dans le cas de quelqu'un comme Dieudonné dont on connaît effectivement les obsessions, qui me dérangent beaucoup, le procès d'intention ne suffit pas. Il y a une différence quand même à tenir entre le discours qu'il peut avoir en public dans des émissions sérieuses et ce qu'il fait sur scène. Pour moi, c'est un humoriste. Sur scène, il a fait monter un révisionniste. Il a fait monter une fois un révisionniste. Je suis parfaitement d'accord. Je ne l'accepte pas. Je suis historien en plus. Je ne peux pas supporter ça. Hein, c'est que ce soit clair. Mais j'ai vu aussi d'autres spectacles où il tape sur toutes les communautés indistinctement. Je peux ne pas aimer, etc. Si ce n'est pas illégal, il a le droit de le faire. Et je suis tout à fait d'accord avec la démarche qui consiste à dire qu'il faut aller assister au spectacle et puis dès qu'il y a un propos qui tombe sous le coup de la loi, et ben à ce moment-là, agir par ce biais-là. Ouais. J'aimerais peut-être préciser quelque chose. Pour ma part, j'ai le plus profond mépris pour ce monsieur, je dois le dire, pour l'avoir entendu et pour l'avoir vu. Donc il s'agit en aucune manière, ni même de lui donner un bénéfice du doute, c'est simplement de rester dans un cadre qui nous permet à tout moment d'agir de la meilleure façon et de la façon la plus claire. Ça, c'est la première chose. Pour moi, il n'est pas un humoriste, il n'est plus un humoriste depuis belle lurette, ce qui n'empêche pas de défendre ce que j'ai défendu, même si ça peut paraître à premier abord. Vous savez, moi, j'étais très touchée quand j'ai vu M. Valls à la télévision et quelque part, il m'a vraiment touchée quand il a pris fait et cause et je me suis dit, dans un sens, je suis contente que l'autorité politique dise ce qu'elle a à dire. Mais la deuxième chose que je me suis dite, et je ne parle pas pour Genève parce qu'il y a une constance dans vos propos que je respecte absolument, mais c'est vrai que souvent on souffre de beaucoup du silence de l'autorité politique par rapport à des actes qui sont inadmissibles. Et ça pose ce problème-là. Mais je pense que ce n'est pas au moment de l'interdiction que la parole devrait être portée, mais je pense que dans bien des cas, il y a bien des occasions où la parole politique au plus haut niveau devrait être utilisée. Et là, je parle aussi bien au niveau national qu'au niveau cantonal quand c'est nécessaire. Alors, nos téléspectateurs ne sont pas tous au fait de ce qui s'est exactement passé ces dernières semaines. Je vous propose quand même de faire un rappel des faits. Dieudonné est controversé depuis une dizaine d'années, mais la polémique a vraiment enflé en ce début 2014. Il a été condamné à plusieurs reprises et il a finalement donc renoncé en ce début d'année à jouer son spectacle controversé Le Mur, donnant ainsi raison à Manuel Valls. Ce rappel des faits a été préparé par Jean-Denis Borel et Esther Mamarbachi. Le temps de l'impunité, pour ce type de discours, de manière générale, c'est fini. Le ministre de l'Intérieur vient d'obtenir l'interdiction du spectacle de Dieudonné. La justice lui a donné raison. Elle estime que les propos racistes et antisémites de Dieudonné constituent une atteinte à la dignité humaine. L'humoriste controversé jette l'éponge. J'ai un nouveau spectacle. Ce spectacle, vous voyez le décor de ce spectacle, vous voyez les costumes de ce spectacle. Dans ce texte, aucun des éléments n'est visé par les arrêtés. Je pense que cela entérine, si vous voulez, la fin d'un débat judiciaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affaires Dieudonné. Concentrez-vous sur autre chose. Son nouveau spectacle s'appelle désormais Azuzoa. Il renonce à ses jeux de mots ambigus et à son refrain favori. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah. Humoriste pour les uns, professionnel de la haine raciale pour les autres. Il y a plus de 10 ans que Dieudonné est accusé d'antisémitisme. Tout commence en décembre 2003. Il est alors l'invité de Fogiel sur France 3.
j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important. Depuis, il n'aura de cesse d'affirmer qu'il fait de l'humour, quitte à choquer, comme ici en 2004 sur le plateau d'Infrarouge. Bon, heurter, c'est notre rôle. Le rire, il vient pas comme ça. Hein. Il faut aller le chercher. Et c'est parfois, c'est sur des terrains du sacré, notamment du religieux. Reste à savoir à quoi ressemblera exactement son spectacle qu'il présentera dès la semaine prochaine à Nyon. Alors Dieudonné séduit des milliers et des milliers de spectateurs en France, mais aussi en Suisse. Avec nous, nous avons 2 fidèles de Dieudonné qui nous ont rejoints sur ce plateau. On va leur donner la parole tout de suite parce qu'on a entendu beaucoup de choses très négatives sur Dieudonné depuis le début de cette émission. Avec nous, Amir Forotan, bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes secrétaire général d'une ONG ici à Genève. Vous avez étudié dans le domaine du droit. Vous nous avez dit, moi je suis les moindres faits et gestes de Dieudonné depuis au moins 10 ans maintenant. Aujourd'hui, vous entendez, on dit, c'est devenu un homme politique, c'est un antisémite. Qu'est-ce que vous répondez ? Je vais vous répondre, mais d'abord, j'aimerais dire 3 choses très, très brièvement. La première des choses, c'est que la possibilité de s'exprimer à titre personnel est un principe fondamental. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez même pas ça, alors vous n'avez pas tout le reste. Le problème fondamental est ceci, c'est que vous n'empêchez jamais les gens qui ont le pouvoir de s'exprimer. Vous empêchez par définition les gens qui sont faibles et marginaux de s'exprimer. On n'a jamais empêché les rois de France, le roi d'Arabie Saoudite, Netanyahou, George Bush, les généraux de l'OTAN de s'exprimer. Or, vous trouvez dans les déclarations du pouvoir des appels à la haine, au meurtre, au génocide, et ceux-là sont vraiment dangereux vu que ces gens-là ont le pouvoir. Dieudonné, lui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas à Matignon ni à l'Élysée. Sa seule arme est le rire. Mais la deuxième des choses, c'est que je défends aussi un principe qui me paraît beaucoup plus fondamental que la liberté d'expression, c'est l'égalité de tous devant la loi. Comment se fait-il ? Est-ce que les spectateurs de Dieudonné, qui sont manifestement de toutes les origines, ont-ils le droit d'aller voir ces spectacles ? Est-ce que moi, j'ai le droit de voir du second degré dans son humour, là où Philippe Quenel voit du premier degré ? Et enfin, une question à Madame Salerno. Vous avez eu en France un spectacle qui s'appelle Golgotha Picnic, dont le projet scatophile consiste à lancer des excréments humains sur la face du Christ. Pour un catholique fervent, c'est au moins aussi choquant que Chaud Ananas. Or, cette pièce n'est pas interdite. Pire, elle est abondamment subventionnée par les pouvoirs publics, sinon personne n'irait voir cette chose. Alors vous êtes directement interpellée, Sandrine Salerno. Bon, je ne connais pas du tout cette pièce, donc je ne peux pas me positionner. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire en tant que maire de la ville de Genève, c'est que moi, j'ai envie que mes concitoyens, mes concitoyennes aient une place digne et qu'ils vivent ensemble. Lorsque vous avez des personnes que vous qualifiez d'humoristes, mais qui ne font pas d'humour, qui sont des hommes politiques, qui viennent et qui propagent un discours de haine, de racisme et d'antisémitisme, je ne pense pas qu'ils nous aident à vivre ensemble. Et donc je pense que mon rôle, c'est de le dire, et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces discours-là soient combattus et qu'ils soient à la marge. Accuser Dieudonné de faire de la politique, c'est sans doute l'accusation la plus grotesque. Mais il s'est présenté aux européennes ou pas ? Terminer. Il s'est présenté aux européennes ou pas ? La réponse c'est oui, il s'est présenté aux européennes. Les humoristes ont toujours fait de l'humour. Beppe Grillo en Italie, Coluche s'est présenté au présidentiel. C'est aussi un homme politique, Grillo. Oui, tout à fait. C'est un homme politique et qui participe au marasme italien. En 2002, quand Dieudonné se présentait à Dreux contre le Front National, ça ne vous gênait pas, là ? Il n'y avait pas de problème. Il recevait sa petite tape sur l'épaule du Parti socialiste français, qui disait que c'était un bon nègre parce qu'il va taper sur le Front National. Moi, je ne parle pas comme ça, je ne parle pas de bon ou de mauvais citoyen. Je pense que quand une personne... On compare avec Coluche, Madame Brechtel-Graff. Mais alors Coluche, on ne l'a jamais considéré comme un homme politique parce qu'il s'est présenté à des élections. Là, il y a une bonne comparaison avec Coluche, mais dans le sens de les mettre en opposition, les deux. Si on regarde ce qui se passe par rapport au racisme, à l'humour, et à partir de quel moment c'est plus du deuxième degré. C'est plus du deuxième degré quand vous dites quelque chose sur scène au nom de l'humour, c'est aussi ce que vous partagez intimement vous-même. Et c'est ce qui se passe. Ça, vous ne sondez pas les armes. Je vais continuer si vous me permettez. Dans le cas de Coluche, je crois qu'on était dans un cas où si on avait retranscrit ses propos,
sans les voir et sans savoir ce qu'il était, on aurait pu dire « Ah, mais il dit des choses tout à fait scandaleuses ». La seule différence, c'est qu'on savait pertinemment, pour voir dans son acte et dans sa position à ce moment-là, quand il le disait, qu'il avait un autre positionnement. Et ça, c'est... Il y a toujours un espace entre quand vous faites de l'humour et ce que vous êtes normalement. Et si tout à coup les deux choses commencent à coïncider, dans le cas de Dieudonné avec quelque chose qui est quand même tout à fait choquant, quand vous entendez quelqu'un venir dire qu'il est né en 1966, qu'il n'a connu ni Hitler ni la Shoah, et qu'à partir de là, lui, il ne peut pas juger qui sont les bons et c'est les méchants, mais que comme il y a une histoire d'argent, chacun pourra le conclure. Il le dit sur une scène de théâtre, mais il ne se gêne pas pour le dire non plus sur YouTube et ailleurs. Et à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir ce qu'il en est. Ce n'est pas un théâtre, YouTube. Je m'excuse, c'est des propos publics à un moment donné, et on doit savoir où on est et comment on est. Oui, on peut être libre, mais quand on se fait condamner, on paye ses amendes. Excusez-moi, mais je trouve... Alors, Laurent Flutsch. Excusez-moi, je trouve la comparaison avec Coluche très intéressante, parce que, effectivement, Coluche, c'est le bon, hein, c'est les restos du cœur, c'est tout ça, et c'est tout ce qu'on aime. Mais Coluche, à l'époque où il s'est présenté au présidentiel, il a été complètement banni de tous les médias français, interdit. Il a dû aller s'exprimer sur la BBC, c'était les seuls qui acceptaient de lui parler. On l'entend parler avec un anglais abominable, répondre à des questions. Donc, il y a eu à cette époque-là une sensibilité qui faisait qu'on ne touche pas à la fonction présidentielle. Idem pour la célèbre une, balle tragique à Colombey, un mort, etc. À l'époque, c'était ça. Maintenant, donc Dieudonné mélange les genres et on le condamne du coup aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on... Et encore une fois, ça ne veut pas dire que j'approuve les propos des uns ou des autres, mais à partir du moment où c'est une sensibilité du moment qui s'exprime pour interdire avant que la loi soit bafouée, on est dans le fluctuant, dans le subjectif et dans une subjectivité qui peut évoluer. Peut-être dans 20 ans, le drapeau, ce sera sacré. Et quiconque attentera au drapeau, sans bafouer la loi, on dira « Oh non, ça, on ne peut quand même pas faire ça au nom de tous ceux qui sont tombés pour le drapeau ». Johan Gourfinkel, vous êtes le secrétaire général de la CICAD. On va le dire quand même une fois, c'est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. Ces propos-là, les sensibilités évoluent avec les époques. On peut être condamné aujourd'hui pour ça, on le sera peut-être plus tard, ou en tout cas plus sensiblement sur d'autres choses. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire un peu trop? Non, vous avez raison. À une époque, effectivement, on brûlait les juifs en place publique. Vous voyez. Donc les mentalités évoluent. Heureusement, j'ai cette chance de ne pas avoir été brûlé en place publique. On s'est trompé un peu de débat, et je suis désolé de vous le dire. J'entends beaucoup parler de liberté d'expression. Je n'ai pas souvenir que l'antisémitisme est un propos qui soit libre d'expression. C'est un délit. Je dis que la loi donc je dis simplement. Non, mais justement. Et si l'antisémitisme est un délit qui est puni par la loi et par le code pénal, dès lors, les propos de Dieudonné, qu'ils soient dans son spectacle et lors de ses tribunes politiques et dans les médias, sont aussi punissables et ont été punis par la loi. Donc on n'est pas en train de discuter à savoir est-ce que le propos est libre. Il n'est pas libre. Et ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas du deuxième degré, ce n'est pas... Il réitère ses propos publiquement, il le fait dans les médias, on l'a entendu en Algérie et ailleurs, parler des Juifs, ses plus grands escrocs reconvertis dans la banque. Et le problème il a été condamné pour cette phrase. Oui, il a été condamné à 9 reprises pour incitation à la haine raciale, donc ce n'est pas une condamnation récente. Et relaxé aussi dans d'autres procès. Condamné 9 fois. Et effectivement, on parle de 65 000 € qui n'ont pas été payés à la justice française. Je trouve ça quand même incroyable. Et qui paye d'ailleurs? C'est le public qui paye et qui est appelé aussi à cotiser ou à se mobiliser financièrement pour à la fois payer pour ses condamnations et pour ses impôts. Je trouve ça extraordinaire. C'est monsieur anti-système qui aujourd'hui vit grâce au système, et vous le savez comme moi, la presse en a parlé, on parle de millions d'euros qui sont amassés comme ça chaque année grâce au système. Donc le prince ou l'ange de l'anti-système aujourd'hui vit grâce à ce système. On est dans un faux débat parce qu'on nous ressort à longueur de temps la question de la liberté d'expression. Effectivement, on y est tous très attachés. Et il joue Elle est quand même centrale. Elle est centrale lorsqu'on est sur un propos libre, lorsqu'on est sur un propos qui vise à discriminer, qui vise à appeler à la haine et à la violence d'autrui. On n'est plus dans un propos libre, on est dans un propos discriminatoire. Ce que je veux dire, c'est que Dieudonné appelle à la liberté de discrimination. C'est bien là le problème. Et on appelle simplement à avoir un petit peu un éclairage plus précis sur ces propos. On essaye de le faire, de sensibiliser le public à ça et de dire attention, on ne se trompe pas de débat. Dieudonné, très clairement, est engagé dans un combat politique. Merci Madame le maire. C'était le cas en 2002 face au Front National et ça ne vous gênait pas. C'était le cas, mais il n'avait pas de propos discriminatoires à l'égard des Juifs pour lesquels il appelle à la violence et à la haine.
sur une scène de théâtre. En Scène de théâtre 1990, avec Elie Moon, Dieudonné fait un spectacle qui s'appelle Cohen et Bokassa. Il dit, vous savez, donc la phrase qu'on reproche à Dieudonné, c'est Patrick Cohen, les chambres à gaz, dommage. En 1990, il dit à Elie Moon, les Boches, en 1945, ils auraient pu finir le travail. Ces deux phrases sont parfaitement symétriques. Comment ça se fait qu'il y a 20 ans, vous compreniez que c'était de l'humour et maintenant plus? Je vais vous dire pourquoi. Il y a un point qui est important aussi selon la législation lorsqu'on a, notamment, nous aussi, des dénonciations à faire au tribunal. L'importance, c'est l'intention. Exact. Ce qui détermine le tout, finalement, c'est l'intention. Il y a une intention vous sondez les malveillante. cœurs, vous sondez les âmes. Je me sonde moi, je me sens heurté et insulté. Mais moi, je me sens sonde. heurté, insulté par Golgotha Picnic. Eh bien, mobilisez-vous. Qui vous l'empêche de le faire? Je dois Écrivez à la l'empêcher, ville de cette pièce. Genève. C'est ça. Écrivez au conseil administratif en charge de la culture. Donc on va tout Non, interdire. C'est-à-dire faire les blagues sur les Arabes et les Noirs. Loïc Péclard, on va laisser la parole à Loïc Péclard. Allez-y. Vous n'avez pas encore pu vous exprimer. Vous avez 25 ans. Vous aussi, vous êtes un fan de Dieudonné. Allez-y. Oui, un très grand fan. Je tiens à remercier monsieur. Vous n'allez pas me remercier, on n'a rien autorisé. D'accord, on n'a mais juste pas interdit. Aujourd'hui, C'est la nuance. à Nyon, C'est la à Nyon, nuance, il on a passe juste quand même à rien Nyon. interdit. Son spectacle passe à Nyon. Donc pour ça, merci de ne pas avoir cédé aux pressions. On n'a pas cédé aux pressions. D'avoir annulé son spectacle. Ensuite, tant pas qu'on crache sur les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Portugais, les Belges, pas de problème. Sur les catholiques, Qui pas de problème? Qui pas de On ne vous a pas problème? entendu. Où On nous ne vous a pas entendu vous mobiliser m'entendez pas sur ça ces sketchs de Dieudonné, sur ça, sur les Africains. Moi, j'aime les sur procès Chinois. d'intention. sur ça, on peut y aller. Hein. Moi, on peut je balancer, suis chaque année on peut y aller, mobilisé, lâchez il y en a vous. pas. Mais C'est faux. Alors une comment réponse, ça, c'est Madame faux Brunschwig-Graf. D'abord, j'aimerais dire, Après, on va aller à puisqu'on est- Paris. On a un invité qui nous attend. comment ça, Rappelez vous dites peut-être que une c'est chose, que la norme hallucinant. pénale dont on parle ici, elle s'applique aussi bien au racisme anti-noir qu'au racisme anti-musulman, qu'au racisme et à la xénophobie dans toutes les catégories. Et en tant que président de la commission contre le racisme, j'interviens pratiquement maintenant, j'ai l'impression d'être à mi-temps dans cette commission, et j'ai eu à me prononcer dans les semaines qui précédaient par rapport à ça, quand ça a touché les Noirs, et notamment les Noirs d'origine africaine. Pas plus tard que ce matin, on a tenu une séance où on a fait le bilan de ce qu'on pouvait faire pour eux et ce qu'on allait encore faire pour eux. Pour moi, il n'y a pas une division du racisme avec des gentils et des méchants. Et la norme, elle n'est pas faite simplement pour les gens qui sont antisémites ou contre les gens qui sont antisémites. Et c'est ce que je reproche d'ailleurs à Dieudonné, je pense, de la façon la plus sournoise et la plus laide dans ce qu'il fait, c'est d'opposer les victimes. Il y a les gentilles victimes et il y a les mauvaises victimes. Et ça, c'est encore votre pire que tout. interprétation. Bon, ce qu'il dit, c'est qu'il se moque de tous les crétins, Madame Brunschwig-Graf. Il dit, je me moque des crétins juifs, des crétins musulmans, des crétins Non, chrétiens. il dit qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Ce que vous Il y a deux venez poids, deux d'ailleurs mesures, dire aujourd'hui, et c'est moi ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas 2 poids, 2 mesures, et quand on applique la loi, on Comment l'applique ça à se fait l'égard qu'on de tous. subventionne Golgotha Picnic alors? Alors, on va peut-être pas revenir chaque fois, monsieur Forotas, s'il vous plaît. On va pas revenir chaque fois sur cet exemple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller à Paris, Madame Salerno, s'il vous plaît. Madame, monsieur, s'il vous plaît. André Deschaux, vous êtes avec nous en duplex de Paris. Vous êtes le co-auteur de La Galaxie Dieudonné. Je lis quand même le sous-titre parce que ça dit quand même bien l'orientation de l'ouvrage. Pour en finir avec les impostures, André Deschaux, ce début de débat, quel commentaire vous portez sur ce début de débat? Ah non, moi, le début de ce débat est très intéressant, et c'est vrai que à la fois à titre personnel et en accord avec les auteurs de La Galaxie Dieudonné, moi je me retrouve tout à fait dans ce qui peut être défendu par la personne de Vigous, le maire de Nyon, ou la personne du Conseil fédéral, du point de vue du refus de la censure a priori. Mais par contre, effectivement, de la sanction des propos de haine raciale ou des propos d'apologie de crimes contre l'humanité. Là, je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai pas de retour. Bon, mais je continue. Sans problème, allez-y. D'accord. Après, moi, j'entends ce que dit le monsieur de la CICAD. Et j'ai tendance, en tant que militant de la LDH, à être d'accord avec la démarche de sensibilisation. Pas de criminalisation a priori qui risque de renforcer une espèce de posture victimaire que Dieudonné et d'autres adorent adopter. Mais par contre, effectivement, une sensibilisation du public sur le décryptage de la grille de lecture, de l'ambiguïté de la grille de lecture que développe Dieudonné sur scène et
hors scène, parce qu'il en joue de cette ambiguïté. Alors c'est vrai qu'en invitant Forisson, le négationniste Forisson, je préfère l'appeler négationniste que révisionniste, hein, les historiens ont d'une certaine manière un travail de questionnement de l'histoire, donc ils révisent, mais en revanche les négationnistes sont dans une autre démarche que la démarche scientifique historique. Hein. On est vraiment effectivement dans l'intention telle qu'elle a été mise en avant. Et alors après, je suis assez surpris par alors c'est vrai que la meilleure défense c'est l'attaque, hein, mais je suis assez surpris par l'angle d'attaque du monsieur qui soutient Dieudonné. Moi, je lui reconnais tout à fait la possibilité d'aller au spectacle de Dieudonné. Après, bon, voilà, moi, j'ai pas la même grille de lecture que je... Non, mais il n'y a aucune attaque là-dessus. C'est pas la peine de le prendre sur ce ton. C'est moi qui l'ai donc dit. ça, je trouve ça très bien. Pardon, excusez-moi. Ça, je trouve ça très bien. L'égalité de tous devant la loi, je suis tout à fait d'accord, y compris en France, en tout cas, dans le gouvernement précédent, il y a pu avoir des stigmatisations des populations musulmanes ou des populations roms, comme ça peut être le cas encore malheureusement aujourd'hui avec le gouvernement actuel. Eh ben, il faut effectivement être en capacité de les dénoncer et de mobiliser la société civile pour pointer ces dérives. Après, je suis surpris qu'il adopte d'une certaine manière la stratégie que j'ai vu adopter dès le lendemain de l'avis du Conseil d'État en France par les nationaux catholiques de Reconquête, d'un ancien membre du bureau politique du FN, qui justement dit en gros Golgotha Picnic, Peace Christ, pour nous c'est anticatholique ou c'est antichrétien, oui. Et donc on va profiter de cette jurisprudence pour brouiller les cartes. Des combats et des formes de racisme majoritaire telles qu'elles s'expriment dans la société. Donc c'est là où je suis surpris de la contre-attaque de ce monsieur. André Deschaux, un mot sur aujourd'hui, pour vous, selon vous, la fonction que joue Dieudonné en France. Pour moi, c'est compliqué parce que c'est à plusieurs niveaux. Lui, il adopte une posture anti-système et développe une espèce de critique radicale qui, à mon avis, est une critique qui, même si c'est pas un idéologue, même s'il construit un bric-à-brac autour de trois obsessions qui sont la question noire, le complot, la conspiration et son antisionisme qui cache un antisémitisme, Dieudonné de fait contribue actuellement, en France en tous les cas, à l'ère du temps. C'est-à-dire que même s'il développe un racisme minoritaire, le racisme mainstream en France étant plutôt le racisme anti-musulman et le racisme anti-rom, il contribue, je dirais, à... comment formuler ça ? Il contribue à faire un travail de sape anti-gouvernemental, comme on a pu le voir dernièrement, le week-end dernier à Paris, autour de l'initiative Jour de colère, qui a essentiellement réuni l'ultra-droite, l'extrême droite, qu'elle soit islamophobe ou qu'elle soit antisémite. Alors André Deschaux, merci. Et d'une certaine manière, objectivement, à la droite, enfin, il joue un rôle qui, à la droite du FN, banalise le FN, qui est le parti hégémonique de l'extrême droite en France. Hein. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe du point de vue de la situation suisse, mais c'est vrai que j'espère que l'intransigeance qui est faite par rapport à l'antisémitisme est de même nature par rapport aux propos ou aux votations citoyennes proposées par un Blocher ou par un Fressinger, qui, tels qu'on les perçoit nous en France, sont vraiment des radicaux de la lutte contre, tel qu'ils le formulent, contre l'islamisation. Donc en gros, il n'y a même pas un islam progressiste ou un islam conservateur. Toute idée de... Oui, André Deschaux, excusez-moi de vous couper, mais j'aimerais revenir sur un ou deux points quand même. Vous parlez de Dieudonné, oui, je veux un petit peu. Dieudonné anti-système, finalement. Est-ce qu'on ne s'attaque pas spécialement à ce monsieur parce qu'il est anti-système, Laurent Flutsch? Non, je sais pas, j'ai pas l'impression, mais je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit parce que moi aussi je peux classer certains propos de Dieudonné dans le même mouvement que ceux de messieurs Freisinger et d'autres gens dont je crois qu'on ne peut pas m'accuser d'apprécier le discours, mais ils sont pas interdits, eux. Et encore une fois, tant que les propos de Dieudonné ne tombent pas sous le coup de la loi,
eh bien, pourquoi les interdire? Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur. Mais il a été condamné 9 fois, donc ils ont voilà. sur le coup de la loi. Il n'aurait pas été condamné aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons et scandinaves. On n'est pas un pays anglo-saxon, on est en Suisse. Dans les États de droit, on respecte la loi du pays dans lequel Amir Forotan, est-ce que ce côté anti-système, c'est quelque chose, vous, qui vous séduit? Vous avez l'impression que c'est ça que vous adhérez à Dieudonné? C'est tout à fait le cas. Le fait, vous voyez quelqu'un qui est interdit, vous dites qu'est-ce qu'il peut bien dire de si horrible, de si vilain. Et moi, j'invite tous les spectateurs à se faire leur propre opinion en allant voir les spectacles de Dieudonné. Et de grâce, ne les laissez pas décider à votre place de ce qui est bon ou pas. Comme vous étiez comme on était en direct de Paris, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible que le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française, ait pu donner cette parodie de justice. C'est pas moi qui le dis, ça a choqué Anne Beau, c'est la présidente du syndicat de la magistrature en France, qui dit, je la cite, « Je n'ai jamais vu ça. Ça ne s'est jamais passé. » Fin de citation. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu aussi quand même sur pourquoi est-ce que Dieudonné séduit. On a un jeune homme ici sur ce plateau, on l'a pas beaucoup entendu. J'aimerais qu'on entende pourquoi vous adhérez, Loïc Péclard. Pourquoi Loïc Péclard? Pourquoi est-ce que vous êtes séduit? Pourquoi vous adhérez à Dieudonné? Vous le suivez beaucoup, vous, c'est sur Internet. Vous le décortiquez. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous séduit, vous, à 25 ans, chez Dieudonné? Moi, ce qui me séduit, c'est sa liberté de penser, déjà. Sa liberté de penser, sa liberté de parler. On parle bien sûr sur une scène de théâtre. On est totalement libre de dire, les artistes sont totalement libres de dire ce qu'ils veulent. On peut cracher. Les artistes ont toujours un peu craché sur la politique, ont toujours craché un petit peu sur certaines ethnies, sur certains pays, sur certaines communautés. Le rôle de l'artiste, c'est de choquer. C'est de choquer, et c'est comme ça qu'il fait Sinon, le buzz. Vous êtes un conformiste, vous êtes un bien-pensant, etc. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait le buzz. Vous avez une distance par rapport à vos propos, on peut le discuter, cette polémique, ça a été un coup de génie d'avoir fait ça. Ah oui, vous êtes planté. Financièrement, c'est un coup de génie, ça je vous l'accorde. C'est un coup de million de dollars. Elie Semoun peut aller se rhabiller. Alors, on en vient, madame, messieurs, on ne vous comprend pas. On en vient là, finalement, à ce qui se passe depuis ce début d'année, cette stigmatisation, franchement, bel autogol, Olivier Mayor. Non, je crois qu'il y a une différence, justement, et c'est là qu'il y avait un article très intéressant dans Le Monde à ce sujet-là. Dieudonné, finalement, il n'a jamais clarifié sa position de pamphlétaire d'extrême droite. Jamais. Il a eu maintes fois l'occasion. La différence avec Desproges, Coluche, qui ont effectivement fait des sketchs sur tout et n'importe quoi, et tout, on peut le faire, et ils l'ont fait, mais il y a une grande différence. La grande différence, c'est qu'ils l'ont fait, ils étaient dans le miroir de la société, effectivement, parfois antisémites, qu'ils condamnaient. Or, ce monsieur, il attise cet antisémitisme. Et c'est ça qui est quand même extrêmement grave. Et c'est là qu'il y a une très jolie parole de Romain Gary qui dit quand même, voilà, le patriotisme, c'est l'amour des siens, et puis le nationalisme, c'est la haine des autres. Voilà, moi, ce que je lui reproche. Faire de Mbala un nostalgique du Troisième Reich, vous n'allez pas y arriver. Alors, je suis désolé, je vais vous citer un seul exemple, parce que ça me fâche quand vous dites ça. Ça me fâche, parce que je me suis quand même documenté, vous savez, depuis que j'ai dû m'occuper ça un petit peu malgré moi. Je peux vous dire, il y a une chose qui me fâche énormément. Quand ce monsieur, justement, ne clarifie jamais sa position, quand Alain Soral, ce monsieur avec qui il se met sur une liste d'électorats européens... Il y avait aussi un rabbin sur cette liste électorale. Oui, bien sûr. À partir de ce moment-là... On va laisser finir Olivier Mayor. J'aimerais... Olivier Mayor, terminez le propos. Un juif orthodoxe. Messieurs Forotan et Péclard, on va laisser M. Mayor terminer. À partir du moment où il fait cet immonde geste de la quenelle sur le mémorial de la Shoah à Berlin, est-ce que vous cautionnez ça? Oui. Vous cautionnez ça? Alors une réponse. Moi, j'aimerais qu'on il fait ce même geste devant le mémorial d'Anne Frank. Vous cautionnez ce genre de choses? Tout à fait. Je vais vous répondre. Alors je crois que c'est là qu'il faut faire une distinction entre la liberté d'expression, je veux bien, mais il y a quand même des limites. Et là je pense que vous êtes en train de déraper. Qui décide que la quenelle est un salut nazi inversé? Or que Dieudonné n'a jamais dit ça, son public n'a jamais dit ça. Enfin, moi les bras m'en tombent. Oui, d'ailleurs, je vous rappelle qu'en symbolique, l'inversion d'un symbole inverse également son sens, ce qui ferait de la quenelle un salut anti-nazi. D'accord. Ce geste existe depuis 2005.
Dieudonné fait C'est ça parti dans un d'une dérision spectacle qu'on veut bien. sur il a les dérapé. espèces en voie Il a de dérapé, disparition, monsieur. parce que Dieudonné ne parle pas que des juifs. Vous admettez qu'il a dérapé, Monsieur Maillard, vous interprétez ça on va comme laisser ça. finir son propos. Donc Dieudonné, en 2005, fait un sketch sur les espèces en voie de disparition. Il mime un dauphin et il dit à son colistier, Jackie, le dauphin, sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là. Voilà. Il a fallu 9 ans pour que M. Kuckerman décide que ce geste, ou M. Jakubowicz, pardon, décide que ce geste Qui est de la était un LICRA, salut donc, nazi international, inversé président. et une sodomisation des victimes de la Shoah. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel délire on rentre? Mais je peux... Alors, j'aimerais avoir... Par rapport à J'aimerais- moi, Genève, encore une chose. moi, j'aimerais qu'on entre dans... On a discuté là assez longtemps, je trouve, ça suffit. de Dieudonné. J'aimerais qu'on aborde quand même une question. Madame Brunschwig-Graf, une question d'abord sur la quenelle et ensuite Non, on ouvre aucune sur la un quenelle. débat. Je n'ai Si, aucune mais opinion alors- sur la quenelle vous et n'avez donc pas je ne vais pas d'opinion. vous répondre sur Alors, la je quenelle. pose pas de Je pense question que sur la c'est- quenelle. Si vous n'avez pas d'opinion, ça ne me servira à rien, Vous pensez effectivement. quoi des 2 pompiers genevois qui ont été licenciés pour Je avoir ne fait ce pense geste? rien des pompiers geste. genevois ni de cette Mais est-ce histoire que- de ma- quenelle. Madame, parce que je est-ce qu'en pense qu'on est en fustigeant train Madame de s'égarer Brunschwig-Graf, dans ce débat, Madame et je vous dis Brunschwig-Graf, franchement- justement, alors que Et c'est la- ensuite, c'est la nous question que n'avons j'aimerais pas- ouvrir. Nous n'avons pas, en plus de législation, et nous ne l'avons pas voulu par rapport au symbole. Et je pense qu'on a eu raison de le faire parce que dès qu'on entre dans la discussion sur les symboles, on n'a jamais de limite et il faut déterminer et on n'en aura jamais couvert le champ. C'est pour ça que je me refuse à entrer dans cette discussion Alors, sur la ouvrons quenelle. le thème et que je qu'on m'apprêtais arrête- à ouvrir, Madame Brunschwig-Graf, s'il Voilà. vous plaît. Est-ce Merci. qu'on peut rire de tout, fameuse grande phrase qu'on tire et qu'on met dans tous les sens, mais est-ce qu'on peut rire de la Shoah? Oui, je pense qu'on peut rire de certaines choses, mais on ne peut pas, dans le cas, et même dans le cas de la Shoah, à ma mémoire, il y a parfois eu quelques humoristes qui se sont lancés dans les choses, mais je pense qu'il y a des limites à tout. C'est-à-dire que dans le cas de la Shoah, ce qu'on discute ici, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Quelqu'un disait on peut rire de tout, ou on peut tout dire, mais pas venant de n'importe qui. Et là, je pense que c'est... concernant Jean-Marie Le Pen. Voilà, et je pense que là, en disant ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire quand il n'y a plus de distance entre ce que la personne pense et ce qu'elle fait comme humour. Ça, c'est une des premières choses. Deuxièmement, il y a un autre point qui, pour moi, est extrêmement important et qui n'a rien à faire avec la loi, parce qu'au-delà de la loi et de l'application de la loi ici, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qu'on ne devrait peut-être pas faire ou qu'on fait sciemment sans qu'on soit condamné. Et quand on entre dans une histoire où ça finit par devenir blessant, je ne parle pas simplement de la Shoah ici, mais je viens de recevoir avant de partir des messages de gens qui étaient extrêmement prenants, parce que c'est des gens dont les parents ont connu si on peut dire, puisqu'ils ont disparu entre deux. Je veux dire, on est dans une problématique d'une autre nature. Et là, j'aimerais dire simplement encore une chose. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui dans cette discussion et ce qu'on doit vraiment implanter, c'est le fait qu'on doit se demander pourquoi il y a chez les jeunes, je ne parle pas de vous deux parce que je ne connais pas vos opinions, pourquoi il y a chez les jeunes des gens qui ne voient aucun mal à certains propos, indépendamment si c'est de l'humour ou si ça ne l'est pas. Il y a aujourd'hui dans notre société des jeunes qui ne font pas la différence entre une opinion en croyant que l'antisémitisme est une opinion, pour ne pas parler du racisme anti-noir et d'autres. Ce n'est pas une opinion et ne pas le savoir et ne pas le comprendre, ça signifie qu'on a encore beaucoup de travail à faire en matière de prévention. On va revenir sur cette question, Madame Brunschwig-Graf, mais moi j'aimerais quand même... La première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on peut rire de la Shoah? Juste une réponse là-dessus, Laurent Flutsch, vous le satirique. Alors moi, vous pouvez traiter la Shoah avec la même décontraction que les autres thèmes dans votre journal? Non. Les autres thèmes liés... On a raison de la traiter d'ailleurs, à non la plus, violence, mais je pense que dans l'absolu, bien sûr, on peut rire de tout. Je dirais pas, mais pas avec tout le monde, je dirais, mais pas n'importe comment. Ouais. Se moquer des victimes, ça n'a aucun intérêt, c'est d'ailleurs pas drôle, c'est pas de l'humour. Mais rire de la Shoah, il y a un humour juif sur la Shoah. Et le rire de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne, ça ne veut pas dire qu'on en fait l'apologie, ni même qu'on l'accepte. Au contraire, le rire peut parfois guérir et aider à accepter l'horreur. Il y a un film de Benigni qui le montre bien. Absolument. Donc, pour moi, on peut rire absolument de tout. Moi, j'ai posé une question tout à l'heure par rapport à tout ce débat. Si on prend une autre communauté qui a souffert énormément au fil de l'histoire, les homosexuels, qui ont aussi été persécutés par les nazis, etc. Est-ce qu'il fallait interdire la cage aux folles? Non, mais il y a des associations qui s'engagent, comme nous d'ailleurs, sur un certain nombre de thématiques. Et la TSR. En l'occurrence pour le combat contre l'homophobie. Enfin, c'est là qu'il faut adresser peut-être la question aussi. Non, mais je veux dire, mais je veux dire, chacun ses combats. Je veux pas jouer. Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui sont mieux défendus que d'autres? On parle de la cage aux folles.
On rappelle la cage aux folles. Non, mais on n'est pas en train de comparer la cage aux attendez, folles à la Shoah. C'est exactement le sujet et c'est exactement le débat. C'est qu'on ne peut pas non plus tout comparer, tout n'importe quoi. J'aimerais juste poser une question. Pourquoi pas? Je vais juste poser une question. Vous l'avez dit, effectivement, la question, c'est le comment. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure des débats autour d'autres minorités, de victimes de génocide. Vous voyez, quand moi, je m'engage au nom de la mémoire, le travail de mémoire, quand je vois ça, il n'y a rien qui me prête à rire, ni sur le génocide du Rwanda, ni le Cambodge, ni la Shoah, Mais ni le Canal+ a Darfour. fait un sketch sur le génocide du Rwanda récemment. Ça n'a posé aucun problème. Ça vous a posé un problème à vous? Ça n'a posé aucun problème. Non, à vous, ça vous a posé un problème? Moi, non. Ça n'a pas posé de problème non plus. Vous voyez, le problème, c'est ce que disait Mme Braunschweig-Graf. Le problème, c'est comment est-ce qu'on perçoit un certain nombre de messages aujourd'hui, et c'est le problème de Dieudonné, c'est effectivement une parenthèse de l'actualité, hein. Faut rendre à César ce qu'est à César, c'est de banaliser un certain nombre de propos et d'attitudes qui, aujourd'hui et demain, vont devenir tout à fait anodins. Et ces propos qui deviennent anodins vont être entendus par un certain nombre de personnes dans les cours d'école qui vont le vivre extrêmement mal, vont se sentir insultés, sous prétexte que leur interlocuteur les aura clairement insultés et malmenés. Mais Dieudonné, effectivement, l'ange de la liberté d'expression, leur aura donné un passeport à la discrimination. C'est ça le problème. Le problème, c'est l'impact qu'il va avoir. Quand je vous entends, vous m'êtes très sympathique, hein, je vous entends. Pareil. Vous défendez un personnage en me expliquant qu'effectivement, il fait de l'humour dans ses spectacles. De l'humour Moi, au 25e degré. Mais même au 25e degré. Mais encore une fois, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a l'intention de la personne. Et je crois que sur son intention, on ne partagera pas la même analyse. Mais effectivement, je ne suis pas subventionné par le gouvernement iranien pour faire des films qui s'appellent l'antisémite. Ce n'est pas illégal d'être subventionné par le gouvernement iranien. Le fait de parler avec des Iraniens ne fait pas de vous un antisémite. Absolument pas. Merci. Je dis simplement qu'effectivement, mon engagement idéologique est différent du sien. Donc je dis simplement, c'est qu'on n'est probablement plus dans l'humour. Et lorsqu'on dit que c'est un personnage politique, c'est qu'il a un engagement politique et idéologique. Comme en son temps. Alors là, on revient à la discussion du début de l'émission. Brièvement, M. Forotan, je passe la parole à Sandrine Salerno. Moi, j'ai une grande question. À partir de quand on va passer de la mémoire à l'histoire? Je veux dire, aujourd'hui, à l'heure de l'Irak, de la Syrie, du Bahreïn, du Congo, avec plus de 6 millions de morts, est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats pour le salut des hommes que le rappel incessant de l'Holocauste, la mémoire, chaque fois revenir sur ces thématiques? C'est notre présent, ça se passe maintenant, quasiment sous nos yeux. Pour le passé, vous ne pouvez plus rien. Il y a une très belle phrase dans l'Évangile qui dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Sandrine Salerno, vous vouliez réagir tout à l'heure. On est en train de discuter d'une certaine hiérarchisation des génocides, de donner lui de ce bas aussi en disant qu'on néglige les souffrances des esclaves. Vous, comment vous vous placez dans ce combat? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention de ne pas mettre trop en avant certains combats, quitte à ce qu'ils deviennent des cibles, justement? Non, parce qu'en définitive, d'abord, je pense que c'est faux d'essayer de hiérarchiser les génocides. Je pense que c'est faux de confronter le passé au présent. Je pense que vous avez raison lorsque vous dites qu'on a des situations qui sont inégalitaires. Je pense que c'est juste aussi de dire qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, on a des populations qui sont des populations souvent, on parlait des hommes et des femmes homosexuels. L'homosexualité, les propos homophobes, ils sont condamnables, il faut les condamner, il faut se positionner quand on est une autorité politique. Je pense qu'il n'y a rien qui est juste et qui est faux. Je pense que quand on est un citoyen, lorsqu'on est avisé, on défend tout le monde. Je pense qu'on ne met pas les uns contre les autres. Et la différence avec Dieudonné, je vais vous la dire, monsieur, parce que vous avez des hommes qui sont des humoristes, je le cite auparavant, Popek, c'est un humoriste, il était juif et il faisait aussi des traits d'humour sur sa communauté. Et c'était parfois très drôle, et même certainement dans tous les cas très drôle. Mais la différence, c'est que certains... Non, c'est que c'était certains traits d'humour à certains moments. Si pendant 10 ans, je termine monsieur, si pendant 10 ans, il avait systématiquement eu un discours haineux vis-à-vis d'une communauté, là, ça aurait été intolérable. C'est là la différence. C'est que moi, en tant que fille d'immigrés italiens, je peux rire des Italiens du Sud. Je peux, dans un discours avec ma communauté d'origine, me moquer de 2-3 traits, mais vous aussi de 2-3 traits occasionnellement. Mais je ne peux pas, pendant 10 ans, systématiquement avoir un discours
contre les Italiens, de stigmatisation, de rejet. C'est la preuve que vous n'avez vu aucun de ces in fine, spectacles. mènent les gens les uns contre les autres. Vous avez vu? Et là, je pense qu'il y a une responsabilité politique, indépendamment du nombre de spectacles que j'ai vus. Question qu'il y a une responsabilité de citoyens. Alors, madame, est-ce que vous avez vu un spectacle de Dieudonné? J'en ai vu des extraits sur YouTube, mais je ne suis jamais allée le voir. Mais non, pas sorti du contexte. Comme vous allez sur YouTube, comme votre collègue va sur YouTube. Non, moi je regarde les spectacles en entier. Vous faites tout parce que vous êtes fan. Excusez-moi, on n'a pas vraiment les mêmes goûts. Et moi, l'humour de Dieudonné, qui est un discours politique, ne me fait pas rire. Je m'excuse, on est en train de dériver complètement. Est-ce que le sujet de cette conversation jusqu'à la fin, ça va être de savoir si on aime ou pas Dieudonné ou si on a été le regarder? Non, on en est sorti, madame. On vient peut-être d'en sortir. On est revenu, d'accord, mais on a parlé de la Shoah, de ce qu'on peut en rire, et j'aimerais moi ouvrir le débat de la liberté d'expression en général. Et revenir à ce qui se passe en Suisse en ce moment, pour revenir à ces plaintes, à cette série de plaintes qui visent ces derniers temps aussi des humoristes suisses. Alors il y a bien sûr des plaintes en Suisse romande qui sont plutôt légères, on va dire, contre Duja et Thierry Meury, qui sont dans le collimateur du groupe Sanglier, mais il y a aussi des thèmes plus délicats en Suisse alémanique, notamment, où plusieurs humoristes sont poursuivis. Voilà les explications de Cynthia Gagny. On ne nous interdira pas de rire. Le Blick vient de relooker les conseillers fédéraux avec un brin d'insolence. Une provocation pour attirer l'attention sur le sort de 3 humoristes visés par des plaintes en Suisse alémanique. Motif, ils auraient été racistes dans leurs interventions. Savez-vous pourquoi les Italiens sont tous petits? Parce que leur mère leur dit toujours que lorsqu'ils seront grands, ils devront travailler. Cette plaisanterie du maire de Berne, Alexander Tchepet, dans le cadre d'un chapiteau itinérant en décembre dernier, lui a valu une plainte pour discrimination raciale. Deuxième cas, l'humoriste Birgit Steinegger a parodié la star de la télévision américaine Oprah Winfrey en visite à Zurich. Des artistes envisagent de la poursuivre devant la justice. Quant à l'humoriste tessinois Massimo Rocchi, il a déclaré en mars dernier, dans le cadre d'une émission philosophique, dans un allemand approximatif: Je m'excuse de dire ça, mais dans l'humour juif, il y a toujours des intérêts à atteindre. Une allusion au stéréotype du juif cupide, selon un téléspectateur. Nouvelle plainte. 3 cas qui mettent la pression sur les humoristes. La star des comiques d'Outre-Sarine, Victor Giacobo, s'en inquiète. La morale ne s'accorde pas bien avec l'humour. Quand quelqu'un a envie de rire, il ne se demande pas d'abord « est-ce que j'ai le droit d'en rire ?» ou « est-ce que je dois me contenir un peu ?» ou « est-ce que je dois d'abord demander conseil à un expert pour savoir si j'ai le droit de rire ?» Personne ne réfléchit à cela, parce que le rire a quelque chose d'anarchique. Laurent Flutsch, coïncidence ou air du temps? Air du temps, je dirais. Il a parfaitement raison, Giacobo. Le rire est anarchique. Et la morale, c'est une chose, la sensibilité, c'est une chose, et la loi, encore une fois, en est une autre. Et si on ne peut plus plaisanter sur les traits nationaux, si on ne peut plus faire des histoires belges ou dire que les Valaisans sont peut-être un peu magouilleurs, ou les Genevois des grandes gueules, ou les Vaudois des Bernois qui parlent français, on est très mal. Où est la limite? Alors, je crois savoir que l'interprétation de l'article 261 bis ne condamne pas justement les vannes sur les nationalités, c'est quelque chose d'autre. Donc, du coup, c'est légal. Donc, du coup, arrêtons d'être puritains à ce point-là, parce qu'un autre jour ou une autre décennie, on sera puritain sur la religion ou sur d'autres aspects. Puritain, Mme Brunsch-Graf. Moi, je dirais une chose. Tout le monde a le droit de déposer plainte pénale contre ça, contre autre chose. Je veux dire, le code pénal est rempli d'articles pour lesquels on peut utiliser. C'est un signe quand même qu'on dépose des plaintes maintenant. Non, mais écoutez, dans un espace un peu restreint, il s'est passé 2 ou 3 choses et on voit qu'il y a des gens qui réagissent. Pour moi, le signe mauvais serait que tout à coup, des procureurs ou respectivement surtout des tribunaux aillent condamner pour des choses dont on peut estimer qu'elles sont totalement disproportionnées par rapport à la sujet. Et ça, dans aucun des cas, à ma connaissance, il y a eu à l'heure actuelle une décision de ce type-là. C'est pour ça que je répète, il y a des gens qui peuvent se sentir sensibilisés et puis il y a des effets d'entraînement qui se passent. C'est toujours pas
un excès ou un abus tant qu'il n'y a pas eu une décision d'un tribunal qui a dit telle ou telle chose, et à partir de là, chacun peut estimer si c'est justifié ou non. Donc c'est pour ça que je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, je pense qu'on ne doit pas grossir le trait par rapport aux plaintes qui ont été déposées. Personnellement, ce qu'a dit M. Tchepet, je vais vous dire, je trouve que c'était un peu déplacé parce que c'est un politicien et c'est pas un humoriste, et ce qu'il a dit ce jour-là pouvait pouvait choquer des gens qui ont été de la première génération des Italiens qui sont arrivés en Suisse, parce que vous n'avez pas en mémoire, moi je l'ai et d'autres l'ont. Quand on a eu des discussions sur les initiatives xénophobes à la fin des années 60, c'était un des clichés qu'on a véhiculé à ce moment-là. Et pour un certain nombre de gens, et c'est là où on peut dire est-ce qu'on peut rire de tout, et à un moment donné, c'est déplacé quand on parle à des gens pour lesquels ces choses-là peuvent appeler des réminiscences. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les condamner pour autant. Ça ne veut pas dire que je déposerai plainte. De toute façon, je ne pourrais pas le faire comme commission. Et ça ne veut pas dire que je serais enchantée de voir le tribunal tout à coup condamner M. Tchepet, parce que je suis convaincue que, il n'est pas xénophobe, mais je dis quand même que sa plaisanterie était déplacée. Pour vous, président de la Commission fédérale contre le racisme, on n'est pas dans ce pays devenu moins tolérant avec la parole qui égratigne, avec la parole qui pique. Je suis très contente de voir, parce qu'il y a eu le Tagesanzeiger qui m'a interrogée par rapport au nombre de plaintes, ce qui se passe, est-ce que c'est un volume et tout. En tout et pour tout, on condamne par année à peu près, pas du tout pour des histoires d'humour par la plupart du temps. En moyenne, il y a 17 condamnations pour racisme par année. 17 condamnations par rapport à un pays qui a plus de 8 millions. Pardon ? Il est où le buzz médiatique ? Le buzz médiatique, il est que dans notre pays comme ailleurs, quand il y a quelque chose qui s'enchaîne, les médias s'en saisissent, et c'est vrai que c'est devenu, entre guillemets, un peu à la mode, pas par rapport à Dieudonné du tout, on va quitter ce sujet, pour s'intéresser à savoir. Et il y a des faits aussi, c'est qu'il y a parfois des dérapages qui se produisent aujourd'hui plus facilement qu'avant. Mais c'est aussi le signe d'une République en bonne santé que de voir qu'il y a des gens qui ont le droit de réagir, qu'il y a des tribunaux qui doivent faire le choix entre entrer en matière ou ne pas entrer en matière, ça fait partie de la démocratie, et que les journaux s'intéressent tout à coup au racisme de façon un peu plus poussée, c'est pas ça qui va me déranger non plus. Sandrine Salerno. Oui, vous posiez la question, est-ce qu'on est dans une société qui est beaucoup plus restrictive ? Dans le champ politique, j'en ai vraiment pas l'impression. Regardez la place aux propos UDC, à Genève, la place aux propos du MCG, qui sont aussi des propos stigmatisants, qui très régulièrement font du mal, atteignent la dignité des frontaliers. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans quel espace on se meut, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de liberté de parole, qu'on peut afficher, qu'on peut dire, qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc on n'est pas, je pense, de manière générale, dans un espace démocratique où on ne peut pas s'exprimer. Simplement, moi je le disais au début, la liberté d'expression, elle doit forcément aussi avoir certaines limites, et notamment le propos raciste, sexiste, homophobe, eh bien c'est les limites qu'il ne faut pas dépasser. Si Laurent Flutsch, vous exagérez un peu là quand vous dites qu'on c'est l'air du temps, donc si j'entends ces deux dames. Non, moi j'ai l'impression que ce qu'a dit Tchepet il y a 5 ou 10 ans, personne n'en aurait jamais parlé. Mais il a fait tout un spectacle. Il n'a pas dit qu'un seul truc. Moi j'ai entendu tout que un ça spectacle devant la communauté italienne, première génération. C'était un peu bizarre comme choix. Mais souvenez-vous des gags assez gras de Michel Leb. Justement, on sort encore une phrase du contexte, Madame Salerno. Vous le dites, il a fait tout un spectacle. On l'a dit, c'est de mauvais goût. Si je peux poser ma question, je le fais volontiers, Madame Bouchfigra. On sort une phrase du contexte. Alors, Madame Salerno, comme dans d'autres cas. Là, en l'occurrence, votre sujet, vous avez 2 minutes. Non, le problème de Tchepet, qui est un collègue socialiste, c'est qu'il n'a pas juste fait un gag qui n'a pas bien passé, c'est qu'il a fait toute une série de gags sur une soirée où le public, c'était italophone, c'était des migrants de la première génération, et peut-être que ce qui aurait pu être à la limite drôle si ça avait été la maire de Genève qui est de la 2e génération, l'était beaucoup moins quand c'était le maire de Berne. Et on revient sur le principe de, on peut peut-être rire de tout, mais pas avec tout le monde, pas dans n'importe quel contexte. Mais par contre, Tchepet ou Dieudonné, personne n'est obligé à aller voir ces spectacles. Personne n'est obligé de rire. Tchepet est le maire de Berne, il n'a rien d'un humoriste et il ne peut pas être politicien la journée, humoriste le soir. Donc la question est, quand on est politicien, on porte une parole plus loin que les autres, et d'être le maire de Berne et de parler à ses citoyens de la façon dont il l'a fait, c'était pour le moins maladroit. Ça ne nécessite pas ni de le mettre en prison, ni de le condamner,
condamné ni rien du tout. C'est tout. Mais on peut dire quand même ici que c'était totalement inadéquat. Alors, on va juste enchaîner par rapport à Cepet, mais il y a aussi Massimo Rocchi qui est concerné là, dans ce pays, Johan Gurfinkiel. Massimo Rocchi, parce qu'il a laissé entendre que l'humour juif avait des relents de cupidité. Je ne sais pas si on fait la même phrase avec d'autres communautés. Est-ce que quelqu'un l'aurait poursuivi, enfin, aurait déposé plainte, pardon? Alors, vous l'avez dit d'ailleurs, cette liberté qui s'exprime, et j'entends ce que disent Mme Braunschweig-Graf et Salerno, effectivement, elle est totale. Vigous aussi d'ailleurs, et on le sait à la CICAD, assez bien d'ailleurs. Cette liberté, elle permet en tout cas à chacun de s'exprimer. Vous avez eu un contentieux, on va quand même le dire. On n'a pas laissé les sous-entendus. On n'a plus de contentieux, on est toujours abonné à Vigous. Elle permet effectivement à chacun de s'exprimer selon le cadre fixé par la loi. Elle permet aussi à d'autres de s'exprimer dans le même cadre de la liberté et de dire, lorsqu'on n'est pas content, qu'on se sent insulté, qu'on pense que le propos est outrancier, de pouvoir aussi le dire. C'est pour ça que la CICAD, et vous le savez très bien, sera présente le 3 février à Nyon. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire le travail qui est le nôtre, sensibiliser et informer la population sur qui est le personnage politique et antisémite de Dieudonné. C'est ça notre boulot. On n'est pas là pour manifester, on est là pour informer et sensibiliser. C'est notre job. On a été créé pour ça. On continuera à le faire. De la même manière, lorsqu'on est là pour, si on autorise des humoristes ou pseudo-humoristes à s'exprimer, lorsqu'ils deviennent politiques ou pas d'ailleurs, j'ai aussi le droit de m'exprimer et de pouvoir dire ce que je pense de leur humour et des propos qu'ils tiennent. Et si je pense, et si j'appelle en tout cas à la mobilisation pour dire que ces propos sont insultants et inacceptables, alors je salue le politique lorsqu'il le dit aussi. Alors c'est vous-même qui venez de refermer la boucle sur Dieudonné. Olivier Mayor, vous êtes sûr du spectacle qui va être joué à Nyon la semaine prochaine? On ne peut jamais être sûr de quoi que ce soit, dans le sens où je crois qu'il n'y a pas longtemps, ce monsieur est en garde à vue, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit qu'il ne sera pas là. Il est en garde à vue en ce moment, j'ai vu, non, il y a eu des perquisitions chez lui aujourd'hui. Peu importe, mais en tout cas, il a été en garde à vue. Il y a été ces derniers jours quelques heures, voilà. Il ne faut pas non plus écoutez, exagérer. Je pense que ce spectacle aura lieu. Je crois qu'il en va aussi de la responsabilité des gens qui vont voir cela. Je crois que ce soir, ils ont quand même été bien informés de ce qu'ils vont voir. C'est à eux aussi d'être, on ne va pas les mettre sous tutelle pour dire vous devez ou vous ne devez pas y aller. Et je pense qu'il y a plusieurs moyens de sensibiliser, de dire les choses. Je rappelle qu'il y a aussi la semaine sur le racisme, qui est peut-être un peu moins médiatique, qui fait peut-être un peu moins parler. Ma collègue Stéphanie Schmutz, c'est bien, s'occupe en ville de Nyon de toute une semaine. Voilà, exactement. C'est important de le dire aussi, où là, on parle effectivement de réels problèmes dans ce sens-là. Laurent Flutsch. J'aimerais juste rebondir là-dessus. C'est exactement ce que je trouve admirable. C'est ce qu'il faut faire. C'est la pédagogie. L'interdiction et le tabou, ça ne sert strictement à rien. Ça ne marche jamais. Exactement ça produit l'effet contraire. C'est comme le débat sur faut-il ou non rééditer Mein Kampf. Bien sûr qu'il faut rééditer Mein Kampf, il faut rendre sa lecture obligatoire avec une notice et avec les photos que vous avez cru bon de faire circuler pour montrer les conséquences de ces idées abominables. Oui, ça c'est bien. Alors faisons venir Dieudonné, s'il franchit les limites de la loi, déposons des plaintes et puis discutons. On précisera. Le tabou et l'interdiction, le procès d'intention et l'interdiction préventive, moi ça me paraît limite inquisiteur et je me méfie beaucoup de ça. Voilà. Alors on précisera quand même en cette fin d'émission que, évidemment, Dieudonné a été invité à prendre part à cette émission, mais que lui et son entourage ont fait la sourde oreille, de même d'ailleurs que le producteur de ces spectacles en Suisse, qui lui n'a pas souhaité être sur ce plateau ce soir. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre présence. Merci d'avoir pris part, vous, à ce débat. La semaine prochaine, c'est une émission spéciale qui vous sera proposée, parce qu'Infrarouge fête ses 10 ans. Eh oui, déjà 10 ans de débat, 400 émissions. Et mardi prochain, on vous promet du débat, oui, mais aussi du rire, des archives. J'espère qu'on va aussi s'amuser entre les moments sérieux de la politique qui jalonnent cette émission. On se réjouit de vous retrouver à cette occasion. D'ici là, belle fin de soirée.